La nuit du 31 décembre 1994, une colonne blindée entre dans Grozny et, sans le savoir, roule vers une embuscade qui va dévorer presque tout le monde avant l'aube. Il fait glacial, l'air mord la peau. Et pourtant les ordres venus de Moscou promettent une victoire rapide, presque mécanique, comme si une capitale pouvait tomber en quelques heures sous le poids de l'acier. Au cœur de cette avance, la 131e brigade mécanisée de Maïkop progresse avec une assurance trompeuse. Environ 1000 hommes, des chars, des véhicules de transport et de combat, un convoi lourd qui s'étire dans des rues étroites où la visibilité se casse à chaque carrefour. Les équipages regardent les façades comme on regarde un décor, persuadés que la puissance de feu suffira à faire taire la ville. Ils ignorent que, derrière ces murs, des équipes attendent depuis des semaines, qu'elles ont appris les angles, les étages, les trajectoires, qu'elles ont transformé chaque recoin en piège, et que leur arme principale n'est pas un canon, mais une patience froide, armée de lance-roquettes. Le choc n'arrive pas sous la forme d'une grande bataille rangée, mais comme une déchirure soudaine au moment où la colonne atteint la zone de la gare, au centre. Un char de tête, un T-72, est touché le premier, et le signal se propage immédiatement. Des tirs partent des fenêtres, des caves, des toits, puis d'un seul coup d'œil, on comprend le vrai plan. Les tireurs ne se contentent pas de frapper une fois, ils frappent en rafale, depuis plusieurs niveaux à la fois, en croisant les angles pour empêcher toute réaction organisée. Ils tirent depuis le premier étage, puis depuis le troisième, puis depuis le cinquième, comme si la ville elle-même était devenue une arme. Les tankistes tentent de répondre, mais la logique de leur machine se retourne contre eux. Le canon principal, puissant, est conçu pour des duels frontaux, pas pour un combat vertical. Son angle d'élévation maximale reste trop faible, environ 14 degrés, ce qui rend inaccessibles les menaces placées plus haut. La tourelle tourne, les viseurs cherchent, mais les tirs viennent d'au-dessus, et chaque seconde de confusion transforme un blindé en cible. Les mitrailleuses pourraient, en théorie, couvrir davantage, mais leur emploi exige de s'exposer au-dessus de la trappe, et dans ce couloir de feu, sortir la tête revient à signer son arrêt de mort. Le piège ne repose donc pas seulement sur la puissance des lance-roquettes, il repose sur une vérité plus humiliante encore, celle d'un char qui ne peut pas regarder là où l'ennemi se trouve. Très vite, les équipes de chasseurs appliquent une méthode qui ne laisse presque aucune chance. Elles fonctionnent en petits groupes, 3 ou 4 hommes, et elles ne frappent jamais seules. Elles saturent. Elles attaquent un véhicule depuis 5 ou 6 positions, comme une meute. Un tireur vise la tourelle pour désorganiser l'équipage et provoquer un choc. Un autre cherche le compartiment moteur à l'arrière. Un troisième tente d'immobiliser la machine en visant la chenille. Et d'autres restent prêts à achever avec des bouteilles incendiaires dès qu'une trappe s'ouvre ou qu'un blindé s'arrête trop longtemps. Même quand un premier impact ne perce pas, il indique une faiblesse, et les suivants s'y engouffrent, dans les flancs, à l'arrière, dans les zones moins protégées. La colonne, qui devait imposer sa loi, se retrouve fragmentée, isolée, incapable de manœuvrer dans les rues, incapable de se déployer comme sur un terrain ouvert. En moins d'une journée, l'ampleur des pertes devient difficile à croire. La brigade perd une part écrasante de son effectif, et au bout de quelques jours, au 3 janvier 1995, il ne reste qu'une fraction des hommes, quelques chars encore roulants, et un nombre réduit de véhicules capables de se déplacer. Le reste n'est plus qu'un chapelet de carcasses brûlées, coincées sur l'asphalte, et ces épaves deviennent, par une ironie atroce, des obstacles utiles à ceux qui les ont détruites. La ville transforme les ruines en barricades, et l'acier russe, censé ouvrir la route, sert désormais à la bloquer. Face à ce carnage, les commandants cherchent une réponse qui ne relève pas de la théorie, mais de l'urgence. Ils observent que les rares moyens capables de riposter efficacement vers les étages supérieurs ne sont pas des chars, mais des systèmes antiaériens comme la ZSU-234 Shilka, dont les canons rapides peuvent pointer presque vers le ciel et arroser les façades. Cependant, cette solution ressemble à un pansement posé sur une plaie béante. La Shilka est faite pour des avions, pas pour les rues, et son blindage est nettement plus léger que celui d'un char. Elle peut lever le feu, mais elle peut aussi être détruite plus facilement. Autrement dit, l'armée découvre qu'elle possède 2 outils imparfaits, l'un protégé mais aveugle en hauteur, l'autre capable de tirer haut mais vulnérable. Et dans une ville hostile,
Cette combinaison peut coûter une unité entière. Ce qui rend la leçon encore plus inquiétante, c'est qu'elle n'est pas nouvelle. Les survivants et les officiers qui ont vu l'Afghanistan des années 80 reconnaissent une mécanique familière. Là aussi, des colonnes se sont engagées dans des vallées où l'on ne manœuvre pas. Là aussi, les tirs sont venus des hauteurs. Là aussi, l'attaque s'est faite par saturation, en frappant la vision, puis l'arrière, puis la mobilité, jusqu'à transformer un blindé en cible immobile. Grozny ne fait que remettre cette vérité au centre, mais avec une brutalité inacceptable, parce que cette fois, elle se produit au cœur d'une capitale, devant des caméras, sous le regard d'un pays qui croyait encore à la victoire facile. Et c'est à ce moment précis, au milieu de la fumée et des rapports de perte, qu'une idée commence à devenir une obsession. Il ne suffit plus d'avoir des chars. Il faut une machine capable de protéger les chars contre l'infanterie, capable de tirer vite, de tirer haut, de tirer sur plusieurs menaces à la fois, sans exposer ses hommes comme des cibles. Il faut un véhicule qui comble le vide entre la puissance brute et la réalité des embuscades. Ce besoin ne ressemble pas à un caprice d'ingénieur. Il ressemble à une nécessité née d'un désastre, parce que la prochaine fois, si rien ne change, la ville recommencera et la colonne brûlera encore. Dans les montagnes d'Afghanistan, bien avant que le nom de Grozny ne devienne synonyme de désastre blindé, une autre guerre avait déjà commencé à fissurer le mythe de l'invulnérabilité des chars soviétiques. Entre le début des années 1980 et le milieu de cette décennie, l'armée soviétique mène une série d'opérations de grande ampleur dans la vallée du Panjshir, un territoire étroit, encaissé, dominé par des pentes abruptes où chaque mouvement se voit depuis le ciel. Sur le papier, ces offensives doivent écraser les forces d'Ahmad Shah Massoud par la supériorité matérielle. Dans la réalité, elles deviennent un laboratoire sanglant de tout ce qui peut mal tourner pour une colonne mécanisée privée de flexibilité. Les chars engagés alors, principalement des T-55 et des T-62, incarnent la doctrine héritée de la guerre froide. Ils sont pensés pour avancer en masse sur des plaines ouvertes, pour rompre un front, pour affronter d'autres chars. Dans les gorges afghanes, cette logique se retourne contre eux. Les routes sont étroites, parfois réduites à un ruban poussiéreux accroché à la montagne. Il n'y a presque aucune possibilité de manœuvre latérale. Une fois engagée, la colonne n'a qu'une direction possible, et chaque arrêt devient un risque mortel. Les combattants afghans observent, apprennent et s'adaptent avec une rapidité qui surprend les états-majors. Ils comprennent très tôt qu'il est inutile de tenter un duel frontal. Leur force réside dans la hauteur et la coordination. Ils occupent des positions situées parfois plusieurs centaines de mètres au-dessus des blindés, hors de portée directe des canons. Ils laissent passer les premiers véhicules, puis déclenchent l'attaque sur un point précis. La méthode devient presque systématique. Un premier tir vise l'avant pour aveugler l'équipage en endommageant les dispositifs d'observation. Un autre frappe l'arrière de la tourelle, là où la protection est plus faible. Un troisième cherche la chenille, parce qu'un char immobile est un char condamné. Une fois arrêté, le véhicule est encerclé par le feu, achevé par des projectiles incendiaires ou des charges improvisées. Cette tactique, répétée offensive après offensive, transforme chaque progression en pari. Lors de la 5e grande opération dans le Panjshir, au printemps 1982, les pertes atteignent un niveau qui choque même des officiers aguerris. En l'espace d'une semaine, plusieurs dizaines de véhicules sont détruits ou rendus inutilisables. Les rapports remontent vers Moscou, décrivant non seulement les pertes matérielles, mais surtout l'impuissance ressentie par les équipages face à un ennemi qu'ils ne peuvent ni voir correctement, ni atteindre efficacement. C'est dans ce contexte que naît une idée encore floue, mais persistante. Les officiers de terrain ne demandent pas simplement un char plus lourd ou un canon plus puissant. Ils demandent autre chose. Ils veulent une machine capable de couvrir les angles morts, de répondre aux menaces venant du haut et des flancs, de protéger les chars contre l'infanterie embusquée. Ils veulent une plateforme qui puisse accompagner les blindés principaux et nettoyer l'environnement immédiat, pas à coups isolés, mais en permanence, dans toutes les directions. Au début des années 1980, cette demande trouve un écho dans les bureaux d'études de la fabrique de tracteurs de Tcheliabinsk. Les ingénieurs reçoivent une mission qui sort des cadres habituels. Il ne s'agit ni de concevoir un nouveau char de bataille, ni un véhicule de transport de troupes, mais quelque chose d'intermédiaire.
un engin pensé spécifiquement pour la protection des chars. Le premier résultat de cette réflexion prend la forme d'un prototype connu sous le nom d'objet 781. Il utilise un châssis de T-72, robuste et éprouvé, sur lequel est installée une configuration d'armement inhabituelle, destinée à multiplier les angles de tir. Sur le papier, le concept semble répondre aux besoins exprimés depuis l'Afghanistan. Dans la pratique, les essais révèlent rapidement des problèmes. La répartition des masses n'est pas optimale. La stabilité du véhicule laisse à désirer lors des déplacements rapides ou sur terrain accidenté. Les ingénieurs tentent alors plusieurs variantes, numérotées 782 et 787, en modifiant l'armement, en expérimentant des combinaisons de canons automatiques et de missiles. Chaque version apporte des améliorations, mais aussi de nouvelles complications techniques. Le projet avance, mais lentement, et sans garantie de déboucher sur une production réelle. Puis survient un événement qui balaie brutalement ses ambitions. En décembre 1991, l'Union soviétique cesse d'exister. Les priorités changent du jour au lendemain. Les budgets militaires s'effondrent. Les chaînes de décision se fragmentent. Les projets expérimentaux, surtout ceux qui ne correspondent pas à une catégorie classique, deviennent les premières victimes de cette nouvelle réalité. Les prototypes de Tcheliabinsk sont relégués dans les archives, leurs dossiers empilés avec ceux de nombreuses autres idées jugées trop coûteuses ou trop audacieuses pour une armée en pleine crise. La Fédération de Russie hérite alors d'un paradoxe lourd de conséquences. Elle possède l'une des plus grandes flottes de chars au monde, mais manque cruellement de moyens pour les moderniser ou même les entretenir correctement. Des milliers de véhicules restent stockés à l'air libre, de Kaliningrad à Vladivostok, pendant que l'industrie de défense lutte simplement pour survivre. Les usines qui produisaient autrefois des centaines de blindés par an réduisent leurs effectifs, cherchent des contrats à l'exportation et abandonnent toute perspective de développement radicalement nouveau. Dans ce climat, l'idée d'un véhicule spécialisé pour l'appui des chars paraît à beaucoup comme un luxe inutile. Certains responsables militaires estiment qu'il vaut mieux concentrer les ressources sur des modèles éprouvés, acheter davantage de chars standards ou moderniser ce qui existe déjà. La notion même d'une machine dédiée à la lutte contre l'infanterie en milieu complexe semble superflue, presque théorique, dans un pays confronté à des difficultés économiques profondes. Pendant toute la décennie 1990, les avertissements venus d'Afghanistan restent donc en suspens. Ils ne disparaissent pas, mais ils ne se traduisent par aucune décision concrète. Les rapports dorment dans les tiroirs. Les ingénieurs changent de projet. Les officiers qui ont vu les colonnes se faire déchiqueter dans les vallées afghanes prennent leur retraite ou sont affectés ailleurs. L'armée avance avec l'illusion que ces leçons appartiennent au passé, à une guerre lointaine et atypique. Cette illusion va se briser de manière spectaculaire quelques années plus tard, lorsque la guerre revient frapper non pas des montagnes éloignées, mais une ville européenne, dense, verticale, imprévisible. Et quand cela arrive, les idées abandonnées, les prototypes oubliés et les rapports ignorés ressurgissent brutalement, non plus comme des hypothèses, mais comme des nécessités vitales. Lorsque les combats urbains cessent temporairement et que la poussière retombe, l'armée russe se retrouve face à une réalité impossible à dissimuler. Les pertes subies dans les rues de Grozny ne sont pas seulement un échec tactique, mais un choc doctrinal. Les rapports affluent depuis le terrain, non plus sous forme d'hypothèses, mais comme une accumulation de faits impossibles à ignorer. Des centaines de véhicules endommagés ou détruits, des équipages décimés, et surtout une répétition presque mécanique des mêmes scénarios, indépendamment de l'expérience des unités engagées. Au début de l'année 1995, une commission spéciale est réunie pour examiner les véhicules évacués de la zone de combat. Les carcasses sont rassemblées sur un polygone d'essai, alignées comme des preuves matérielles dans une enquête criminelle. Les ingénieurs, les officiers et les responsables de l'armement ne regardent plus des statistiques abstraites, mais des plaques de blindage déchirées, des tourelles perforées, des traces d'incendie révélant les trajectoires des coups. Chaque impact raconte une histoire précise, et ensemble, elles dessinent un schéma glaçant. Les conclusions sont sans appel. La quasi-totalité des chars examinés a été frappée dans des zones insuffisamment protégées, sur les flancs, à l'arrière ou sur la partie supérieure du châssis. Les systèmes de protection dynamique, lorsqu'ils sont absents ou mal installés, laissent les véhicules vulnérables même à des attaques relativement simples.
Mais le point le plus inquiétant ne concerne pas seulement le blindage. Il concerne l'incapacité structurelle des chars à gérer un environnement saturé de menaces rapprochées venant de plusieurs directions simultanément, souvent depuis des positions élevées. Cette analyse ne se limite pas à dresser un constat. Elle soulève une question centrale qui hante désormais les états-majors. Comment engager des blindés dans une ville moderne sans les condamner à l'attrition systématique? Les solutions improvisées comme l'emploi ponctuel de systèmes conçus pour d'autres missions montrent rapidement leurs limites. Il devient évident qu'aucune modification mineure, aucun ajout de plaques ou d'équipements isolés ne suffira à combler ce vide capacitaire. À la fin des années 1990, le débat change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si un nouveau type de véhicule est souhaitable, mais s'il est possible de continuer à ignorer les leçons accumulées. C'est dans ce contexte que les ateliers d'Ural Vagon Zavod, à Nijni Tagil, reçoivent une mission qui marque un tournant discret mais décisif. Les ingénieurs doivent reprendre les idées abandonnées, les confronter aux données réelles des combats récents et proposer une machine capable de survivre là où les chars seuls échouent. Le résultat de ce travail prend forme au tournant du nouveau millénaire sous l'appellation d'objet 199, également connu sous le nom de Ramka. Dès sa présentation, le véhicule surprend par son apparence et par ce qu'il symbolise. Il repose sur un châssis de T-72, non par nostalgie, mais par pragmatisme. Ce choix garantit une protection comparable à celle d'un char de bataille moderne, tout en utilisant une base industrielle déjà maîtrisée. Mais la différence essentielle se trouve au-dessus du châssis. La tourelle n'abrite pas un canon principal unique, mais un ensemble d'armes pensées pour saturer l'espace proche. 2 canons automatiques de calibre 30 mm offrent une cadence élevée et une capacité à engager des cibles mobiles ou dissimulées à des angles variés. Leur plage d'élévation permet de couvrir des menaces situées bien au-dessus de l'horizon classique des chars. À cela s'ajoutent des missiles anti-chars guidés, capables de neutraliser des objectifs protégés ou éloignés, ainsi que des lance-grenades automatiques intégrées au châssis, destinées à traiter l'infanterie à courte distance. L'équipage, plus nombreux que celui d'un char standard, reflète cette philosophie. Chaque membre a une fonction précise, non pas pour manœuvrer une arme unique, mais pour maintenir une vigilance constante sur plusieurs secteurs. L'objectif n'est pas de remplacer le char, mais de l'accompagner, de le protéger, de transformer un groupe blindé en un système capable de répondre instantanément à une embuscade sans dépendre d'un soutien extérieur immédiat. Sur le plan théorique, le concept répond enfin aux critiques formulées depuis des décennies. Pourtant, sa réception au sein des forces armées reste hésitante. Le véhicule ne correspond à aucune catégorie traditionnelle. Il ne transporte pas d'infanterie, il n'est pas conçu pour des duels de chars, et il n'est pas un système anti-aérien au sens classique. Cette ambiguïté nourrit le scepticisme. Certains responsables y voient une complexité inutile, d'autres soulignent un coût proche de celui d'un char moderne, ce qui alimente un débat budgétaire déjà tendu. Pendant plusieurs années, le projet avance donc lentement, pris entre reconnaissance tacite de son utilité et réticence institutionnelle à introduire une nouvelle famille de matériel. Les démonstrations se succèdent, les arguments techniques s'affinent, mais la décision politique tarde. Le véhicule existe, il fonctionne, mais il reste à prouver qu'il n'est pas seulement une réponse élégante à des problèmes passés, mais un outil réellement indispensable pour les conflits à venir. Cette incertitude pèse sur l'avenir de la machine. Sans commande nationale ferme, sa survie dépend d'un facteur extérieur, imprévisible, capable de forcer les décideurs à regarder au-delà des catégories héritées. Et ce facteur, inattendu, va bientôt se manifester loin des frontières russes, dans un théâtre d'opération où l'expérience acquise ne restera plus théorique. Au moment où le projet semble condamné à une existence marginale, un élément extérieur vient bouleverser l'équilibre fragile qui l'entoure. L'absence de commande ferme de la part de l'armée russe place le constructeur dans une situation délicate. Les lignes de production sont prêtes, les investissements ont été réalisés, mais sans acheteur principal, la machine risque de rester un prototype coûteux, condamné au salon et aux démonstrations. Pour Ural Vagon Zavod, la seule issue possible devient alors l'exportation, une voie souvent imprévisible, mais parfois décisive. Le premier pays à manifester un intérêt concret,
n'est ni une grande puissance occidentale, ni un allié traditionnel au cœur de l'Europe, mais le Kazakhstan. Pour ses forces terrestres, confrontées à de vastes espaces ouverts, à des zones montagneuses et à des frontières difficiles à contrôler, l'idée d'un véhicule capable de protéger efficacement les chars contre des menaces asymétriques apparaît immédiatement pertinente. En l'an 2010, un premier contrat est signé pour un nombre limité d'exemplaires. Les livraisons s'échelonnent sur plusieurs années, et les retours d'expérience initiaux sont suivis avec attention par les observateurs russes. Cette décision a un effet symbolique fort. Pour la première fois, un pays étranger parie sur une machine que l'armée russe elle-même a longtemps hésité à adopter. Les essais menés sur le terrain kazakh montrent que le concept n'est pas seulement théorique. La capacité à surveiller plusieurs secteurs simultanément, à engager rapidement des cibles d'infanterie et à soutenir des formations blindées dans des environnements complexes correspond à des besoins bien réels. Encouragé par ces résultats, le Kazakhstan élargit sa commande et entame même des discussions autour d'un assemblage local partiel, signe d'une confiance durable dans le programme. Ce succès discret ouvre la porte à d'autres clients potentiels. L'Algérie, l'un des principaux importateurs de matériel militaire russe, observe attentivement l'évolution du projet. Ses forces armées opèrent dans des régions où le relief accidenté et les zones urbaines denses constituent des défis constants. Des essais sont organisés sur des terrains qui rappellent à la fois les montagnes et les agglomérations du sud du pays. Là encore, le véhicule démontre une capacité à traiter des menaces multiples à courte et moyenne distance, tout en conservant un niveau de protection comparable à celui d'un char de bataille. Lorsque les premières commandes algériennes sont confirmées, le regard porté sur le BMPT commence à changer à Moscou. Le paradoxe devient difficile à ignorer. Une machine jugée superflue par certains décideurs trouve preneur à l'étranger et remplit des missions pour lesquelles les chars classiques montrent leurs limites. Peu à peu, l'idée s'impose que le refus initial n'était peut-être pas fondé sur une analyse complète des conflits modernes, mais sur une inertie doctrinale. Pendant que ces contrats se concrétisent, le constructeur poursuit le développement de variantes améliorées. L'une d'elles se distingue par une réduction significative de l'équipage. En supprimant certaines positions internes et en automatisant davantage de fonctions, il devient possible de passer à une configuration plus compacte, moins coûteuse et plus simple à former. Cette évolution vise à répondre à l'une des critiques récurrentes, celle d'un véhicule jugé trop complexe pour une adoption à grande échelle. Cependant, le véritable tournant ne se produit pas dans un bureau ou sur un champ d'essai, mais sur un théâtre d'opération bien réel. Au Proche-Orient, le conflit syrien offre un environnement radicalement différent de ceux pour lesquels les doctrines traditionnelles avaient été conçues. Les combats s'y déroulent dans des villes en ruine, des zones semi-désertiques et des espaces où la ligne entre front et arrière est floue. Pour les observateurs militaires, c'est un laboratoire brutal, mais révélateur. Lorsque des images d'un BMPT apparaissent pour la première fois dans cette région, l'attention se concentre immédiatement sur son rôle exact. Il ne s'agit pas d'une unité déployée en masse, mais d'un nombre limité de véhicules intégrés à des formations existantes. Leur mission consiste à accompagner les chars, à sécuriser leur progression et à neutraliser des positions dissimulées dans des bâtiments ou derrière des reliefs. Les retours évoquent une efficacité notable dans la suppression de points de tir difficiles à atteindre par des moyens classiques. Ce qui frappe surtout les analystes, c'est l'absence de pertes majeures lors de ces engagements initiaux. Dans un contexte où les véhicules blindés sont régulièrement endommagés par des armes portables ou des engins explosifs improvisés, cette résilience alimente de nouvelles discussions. Le BMPT n'est plus seulement un concept exporté avec succès. Il devient une réponse opérationnelle crédible à des menaces contemporaines. À partir de ce moment, le débat interne change de tonalité. Les arguments théoriques cèdent la place à des exemples concrets. Les responsables militaires qui avaient autrefois exprimé des réserves commencent à reconsidérer leur position, non pas par conviction idéologique, mais par pragmatisme. La machine, testée dans des conditions réelles, démontre qu'elle peut remplir un rôle que ni le char ni le véhicule d'infanterie ne peuvent assumer seuls. Cette reconnaissance tardive ne signifie pas pour autant une adoption immédiate et massive. Les contraintes budgétaires, les priorités industrielles et la nécessité de moderniser une flotte existante demeurent. Mais une chose devient claire. Le BMPT n'est plus un projet marginal maintenu en vie par l'exportation. Il s'approche d'un moment décisif, celui où son avenir va se jouer non plus dans des conflits périphériques, mais dans une guerre de haute intensité,
face à un adversaire doté de moyens modernes et d'une capacité d'adaptation rapide. Lorsque la guerre éclate à grande échelle sur le sol ukrainien, le BMPT cesse définitivement d'être un sujet de débat théorique ou d'articles spécialisés. Il entre dans un conflit où chaque concept est immédiatement jugé par le feu, la précision et la capacité à survivre plus d'un jour sur le champ de bataille. Pour la première fois, cette machine conçue à partir de leçons accumulées pendant plusieurs décennies est confrontée à un environnement qui combine presque tous les dangers imaginables. Artillerie massive, surveillance aérienne permanente, frappe de précision et une densité inédite de moyens sans pilote. Au printemps 2022, les premiers éléments indiquant la présence du BMPT apparaissent dans les zones de combat les plus intenses de l'Est de l'Ukraine. Les véhicules ne sont pas nombreux, ce qui limite d'emblée leur impact stratégique global. Mais leur déploiement attire une attention disproportionnée. Les analystes occidentaux, tout comme les observateurs russes, comprennent que ce test grandeur nature va déterminer si la longue gestation du programme a réellement produit une solution adaptée à la guerre moderne. Les premières séquences vidéo montrent des BMPT opérant aux côtés de chars, avançant sur des axes exposés, couvrant les approches et engageant des positions ennemies dissimulées derrière des reliefs ou dans des zones urbaines partiellement détruites. Leur armement permet une réaction rapide, sans attendre le repositionnement de l'artillerie ou l'intervention de l'infanterie débarquée. Dans ces instants, la logique même du concept semble validée. Réduire la vulnérabilité des chars face aux menaces rapprochées, maintenir une pression constante et empêcher l'ennemi de s'installer durablement dans des positions dominantes. Mais très vite, une réalité plus brutale s'impose. Le champ de bataille ukrainien n'est pas celui des années 90, ni même celui du début des années 2000. L'espace aérien à basse altitude est saturé de drones, capables de détecter, de suivre et de frapper des cibles blindées avec une précision redoutable. Ces engins, souvent peu coûteux, modifient profondément l'équation du combat. Ils attaquent par le haut, exploitent des angles que même une protection renforcée peine à couvrir et transforment chaque mouvement en prise de risque calculée. Les premiers mois d'engagement révèlent ainsi une vérité inconfortable. Le BMPT, malgré sa protection et sa puissance de feu, n'est pas invulnérable. Lorsqu'un véhicule est détruit par un tir d'artillerie précis ou gravement endommagé par une attaque venue du ciel, l'événement résonne bien au-delà de sa valeur tactique immédiate. Il devient un symbole, utilisé par les uns pour dénoncer l'obsolescence des blindés lourds, par les autres pour souligner que même les concepts les plus récents doivent évoluer pour survivre. À mesure que les combats se prolongent, les équipages et les unités adaptent leurs méthodes. Des modifications apparaissent directement sur le terrain. Des grilles, des écrans improvisés, des dispositifs supplémentaires sont installés pour tenter de réduire la vulnérabilité face aux frappes verticales. Ces solutions ne sont jamais parfaites, mais elles témoignent d'une dynamique constante d'adaptation, fidèle à l'esprit même qui a présidé à la création du véhicule. Le BMPT n'est plus seulement un produit industriel, il devient un organisme en transformation, façonné par chaque engagement. Parallèlement, l'industrie observe attentivement ces retours du front. Les images, les rapports et les témoignages alimentent de nouvelles itérations. Des versions modernisées intègrent des améliorations inspirées directement de l'expérience ukrainienne, qu'il s'agisse de protections supplémentaires, de systèmes destinés à perturber les moyens de reconnaissance adverses ou d'équipements adaptés à une guerre où l'information circule aussi vite que les projectiles. Chaque amélioration vise à prolonger la survie, car dans ce conflit, rester opérationnel quelques heures de plus peut suffire à faire la différence. Pourtant, une question fondamentale demeure. Le coût du BMPT, proche de celui d'un char moderne, suscite toujours des interrogations. Dans une guerre d'attrition où les pertes matérielles s'accumulent, chaque décision d'allocation des ressources devient critique. Produire une machine spécialisée signifie renoncer, en partie, à produire autre chose. Les chaînes d'assemblage doivent arbitrer entre différentes priorités, et le temps, comme les composants, n'est jamais illimité. C'est précisément cette tension qui donne à l'histoire du BMPT toute sa portée. Né d'échecs sanglants, conçu pour répondre à des menaces spécifiques, il se retrouve aujourd'hui face à une mutation rapide de la guerre elle-même. Les drones, la précision accrue de l'artillerie et la transparence presque totale du champ de bataille imposent une remise en question permanente. Le véhicule n'est ni une solution miracle, ni un vestige du passé. Il occupe une zone intermédiaire, fragile,
où chaque amélioration est immédiatement confrontée à une contre-mesure. Alors que le conflit se poursuit, le destin du BMPT reste suspendu à cette course contre l'adaptation ennemie. Sa survie opérationnelle dépend moins de ses performances initiales que de sa capacité à évoluer plus vite que les menaces qui l'encerclent. Et dans cette guerre où chaque innovation est rapidement testée puis contournée, la question n'est plus de savoir s'il était nécessaire de créer le Terminator, mais combien de temps il pourra encore remplir sa mission avant que le champ de bataille n'exige, une fois de plus, une réponse entièrement nouvelle.